Salut tout le monde, aujourd'hui on vous propose une toute nouvelle série qui va commencer par les moves les plus irrespectueux de l'histoire en NBA. Et aujourd'hui, avant de vous parler des dribbles, des shoots ou des actions défensives, enfin si vous en avez envie, quoi de mieux que de débuter par les dunks. On le sait, dans le basket, ce move représente probablement la plus grosse manifestation de violence, mais aussi d'humiliation pour l'adversaire, et forcément, prendre un énorme poster pour le défenseur, c'est très dur. Vu que des dunks du genre en NBA, il y en a eu un paquet dans l'histoire, nous vous proposons de nous concentrer aujourd'hui seulement sur ceux qui ont eu lieu avant 2010. Prévenez-nous en commentaire si vous voulez la suite rapidement avec des tomards qui eux seraient plus récents. Pour commencer, si vous voulez de la violence, rendez-vous en 1992 du côté de Seattle. On s'en rappelle, Shawn Kemp chez les Sonics en ce temps-là était probablement l'un des joueurs les plus athlétiques de la ligue, un ovni capable de poser d'incroyables tomards. Ça, ce pauvre Alton Lister qui jouait aux Warriors a pu s'en apercevoir, et pas qu'un peu, vu qu'il était aux premières loges. Rappel des faits, nous sommes dans le deuxième quart-temps lors du Game 4 du premier tour des playoffs. Les Sonics mènent 2-1 dans la série et n'ont plus qu'à s'imposer une fois pour se qualifier en demi-finale de conf. Mais problème, Golden State résiste. À l'approche de la mi-temps, l'équipe californienne mène d'un petit point, mais ça, c'était avant que le Rain Man promette à ses coéquipiers que cette situation, il allait la gérer. Alors que Nate McMillan est pris à deux par la défense très agressive des Warriors, il ressort la balle pour Kemp, qui arrive lancé en tête de raquette. Dans ce genre de moment, ceux qui le connaissaient savaient qu'il valait mieux s'écarter. Mais Lister, 2m13 pour 108 kg, mais aussi réputé comme un bon défenseur, n'allait pas se laisser faire comme ça, et porté par son courage, il décida de se placer sur la trajectoire de l'ailier fort, entre le joueur et le panier. Une très mauvaise idée. Shawn Kemp prit appui pied gauche, monta avec une explosivité folle et écrasa la balle dans le cercle main droite. Lister, complètement atomisé, termina sur le dos, au sol. Porté par son enthousiasme, Kemp le pointa ensuite des deux index pour célébrer, en mode « T'as voulu m'arrêter, voilà ce qui arrive ». Il faut dire aussi que le Rain Man avait une histoire à régler, vu que le pivot des Warriors lui avait mis un gros coup lors du match 2 déjà, lors d'une tentative de poster. Lors de ce match 2, ce coup avait fait dégénérer le match en bagarre. Une bagarre où Tim Hardaway avait joué un gros rôle en saisissant le Rain Man dans la mêlée et en le plaquant au sol. Mais ça, Kemp ne l'avait pas vu, il pensait que tout venait de Lister et clairement, l'ailier fort des Sonics, ensuite, avait un compte à régler. Pendant tout le match 3, il a alors guetté l'opportunité de se venger, l'opportunité de démolir le pivot adverse. Il le fit avec son tomard et l'humiliation fut totale, à tel point qu'aujourd'hui, quand on entend le nom d'Alton Lister, on se rappelle bien plus de cette action que de ses 16 saisons passées dans la Grande Ligue. C'est significatif tout de même. Ceci dit, plusieurs années plus tard, quand Kemp avait pu revoir les images de ses matchs de playoff, il s'aperçut que celui qu'il avait attrapé dans la fameuse bagarre du match 2, c'était plutôt Hardaway que Lister. Le Rain Man a ainsi ironiquement présenté ses excuses devant les micros en expliquant que finalement, ce poster aurait dû être pour le meneur. Rien de tel pour enfoncer Lister un peu plus. Si aujourd'hui Kemp prendrait probablement une faute technique pour sa célébration, dans les années 90 ce ne fut pas le cas, et assurément, cet enchaînement dunk titanesque plus pointage des deux doigts a marqué les esprits de tous les fans de la NBA des 90s. Sauf que l'année suivante, encore et toujours en playoff, sinon c'est bien moins drôle, eut lieu un autre dunk de légende dans un match opposant les Knicks et les Bulls, en demi-finale de conf. Avec un Michael Jordan parti à la retraite pour s'adonner à sa passion du baseball, Scottie Pippen avait pris les commandes, mais Chicago avait perdu son statut de favori, malgré le three-peat réalisé entre 1991 et 1993. Nous sommes au match 6 et les Knicks mènent 3-2. Pour les Bulls, la défaite est interdite, sous peine d'élimination prématurée, et porté par cette motivation sur une contre-attaque, Scottie Pippen va aller nous poser l'un des posters les plus violents de l'histoire des playoffs. Après un contre d'Horace Grant, Chicago part en transition, et suite à une passe de Pete Myers, Pip arrive lancé. Ewing monte pour essayer de se mettre sur sa trajectoire, mais c'est peine perdue, badaboum, le pivot légendaire des Knicks se fait détruire, et finit au sol, allongé sur le dos. Déjà c'est irrespectueux, mais ce qu'il est encore plus, c'est ce qui a suivi. Scottie Pippen, debout, regarde son adversaire rester au sol droit dans les yeux, l'enjambe, et vient marcher au-dessus de lui. L'ancien de Georgetown est furieux face à ce manque de respect avéré. Il repart pensif pendant que Pippen ne se calme pas. Il balance des mots à Pat qu'il refusera de répéter ensuite devant les micros et va même trash-talker Spike Lee, fan numéro 1 des Knicks venu faire le déplacement à Chicago. Cette action, c'était juste criminel. Et même si les Bulls perdront finalement cette série en 7 matchs, ce Game 6, lui, où prit place ce tomard de Pippen qui raconta plus tard avoir eu l'impression qu'il allait toucher le plafond de la salle, fut remporté par Chicago. Écraser Pat Ewing de la sorte à cette époque, définitivement c'était à la limite de la légalité, même si l'ailier des Bulls s'en sortit avec une faute technique. Ce dernier explique d'ailleurs aujourd'hui que le pivot des Knicks ne lui a plus adressé la parole depuis ce jour, après avoir reçu en pleine face, selon les dires de l'ex-ailier des Bulls, le plus gros dunk de l'histoire du basketball. Petit bond en 1999 maintenant pour évoquer Shaquille O'Neal, qui en ce temps-là jouait pour les Lakers, et dominait absolument toute la ligue grâce à son physique de mammouth. En post-up, le diesel était juste inarrêtable de chez inarrêtable, et ce jour-là, c'est Chris Dudley, 2m11 pour 106 kg pourtant, qui en a fait les frais. Les New-Yorkais avaient fait
l'erreur de ne pas faire de prise à deux sur le pivot, et comme il l'a dit plus tard, Shaq se devait de les sanctionner, c'était un signe d'irrespect. Surtout qu'en plus de ça, il faut en parler, les deux joueurs avaient un petit passif, puisqu'ils s'étaient déjà plusieurs fois frités lorsque Dudley portait le maillot des Blazers. En 1997, lors du match 3 des playoffs entre Portland et Los Angeles, Dudley avait juste envoyé valser Shaq vers les caméramens, avec une faute flagrante qui définitivement aurait pu mériter une expulsion. Si le Big Fella avait refusé de commenter l'action le soir même, 2 ans plus tard, il n'avait pas oublié. Dans un match déjà chaud, qui avait vu Kurt Thomas se faire exclure après une baston avec Dennis Rodman, il était temps de remettre les choses à leur place, en humiliant littéralement son défenseur du soir. O'Neal reçoit la balle dos au panier, pose un dribble, puis 2, puis 3, place ses appuis, enfonce son adversaire et badaboum. Énorme dunk des deux mains avec suspension au cercle pour complètement faire perdre son âme à Chris Dudley. En revenant au sol, Shaq ira même jusqu'à le repousser après que Dudley donnait l'impression de lui tenir les jambes lorsque le Laker était accroché au cercle. L'intérieur des Knicks termina par terre, envahi d'une rage folle et balançant le ballon en direction d'O'Neal, vexé par un tel manque de respect. Mais rien à faire Chris, ta susceptibilité n'arrangera rien. Shaq t'a juste détruit ce jour-là. Les deux joueurs reçurent une faute technique et O'Neal conclut par ces doux mots. Quand on m'attrape, j'essaie de me dégager, c'est tout. On louera quand même la témérité de Chris Dudley sur cette action car ne le cachons pas, à sa place beaucoup se seraient cachés. Voir la réaction du public de Los Angeles ainsi que la maîtrise et le calme du Shaq face au seum de Dudley fait probablement monter encore plus la valeur de cette action sur l'échelle de l'irrespect. Et tant qu'on est dans les années avant 2000, on peut revenir dans le passé, en 1987 cette fois-ci, avec un moment que l'on vous avait déjà raconté dans les meilleures histoires de trash talk de Michael Jordan. C'était dans une rencontre de saison régulière face au Jazz, à une époque où à Chicago, MJ venait d'être rejoint par 2 joueurs qui deviendraient essentiels par la suite, Scottie Pippen et Horace Grant. Mais revenons à notre match face à Utah, dans le premier quart-temps, plus précisément. Sur une action où John Stockton, meneur d'1m85, soit 13 cm de moins que le joueur des Bulls, se jeta pour attraper une passe de Pippen reçue par Jordan, l'arrière profita de son avantage pour dunker. Pour l'instant, rien d'exceptionnel, c'est la suite qu'il est. En revenant en défense, Jordan est défié par un supporter du Jazz, qui lui dit que pour la prochaine fois, il ferait mieux de choisir quelqu'un de sa taille. Ok, le message est passé. Sur l'action suivante, Michael arrive lancé et va postériser un melter pin de 2m11 qui reste immobile face à Ernest Ness. L'arrière des Bulls se retrouve alors vers le supporter pour lui demander si ce dernier était assez grand pour lui. Pauvre Turpin qui, sur ce coup-là, alors qu'il n'avait absolument rien demandé, s'est sacrément fait manquer de respect. Même si ce dunk n'était pas fou, l'histoire, elle, l'est, et elle nous semblait suffisamment fun pour être abordée dans notre nouvelle série à propos des gestes irrespectueux. Puis vous imaginez aussi que des moments comme ça, MJ en a connu d'autres. Évoquons donc ce qu'il s'est passé avec Dikembe Mutombo. Là, alors que l'arrière de Chicago était revenu de sa première retraite, il avait un compte à régler face au pivot, réputé comme l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire de la Grande Ligue. Pour ça, il faut tout d'abord revenir dans les coulisses du All-Star Game 1997 qui avait pris place quelques semaines plus tôt, à Cleveland. À cette occasion, Mutombo, devant les caméras, se vantait de jamais, mais absolument jamais ne s'être fait postériser par Michael Jordan. Et pensiez-vous que c'était une bonne idée de balancer ce genre de truc pour narguer un MJ, à qui il n'en fallait pas moins pour prendre les choses de façon personnelle? Pas du tout. Quand les Bulls ont croisé le chemin des Hawks, plus tard dans la saison, l'arrière a voulu faire taire son adversaire. Sur jeu placé, il déborde Tyrone Corbin sur sa gauche, passe ligne de fond, se retrouve face à Dikembe, monte, les deux sont en l'air et bam, finition main droite en plein sur la face du pivot zaïrois. Déjà, face à un mec qui s'apprêtait à recevoir son 2e trophée du meilleur défenseur de l'année, en termes de manque de respect, on est pas mal. Sauf que quand ensuite Jordan a volé la célébration de Mutombo en lui refaisant son propre finger wag, à nouveau on passait encore au cran supérieur. Faire ça sur le museau du 2e plus gros contreur all-time en NBA, évidemment que ça a sa place aujourd'hui, et quand on savait en plus ce qu'il s'était passé un peu plus tôt lors du All-Star Weekend, ça prenait encore plus de lourdeur. Pour le dunk suivant, on s'envole vers 2004 pour parler du joueur qui dans l'histoire est probablement celui qui s'est le plus inspiré de Jordan, Kobe Bryant, qui cette année-là a choisi le pivot Dwight Howard pour victime. Avant que les deux joueurs s'affrontent en finale en 2009, puis deviennent coéquipiers en 2012, certaines de leurs confrontations ont clairement valu leur pesant de cacahuètes. Là nous sommes au mois de novembre, face au Magic, les Lakers sont menés de 8 points dans le 3e quart. Le Mamba, on le connaît, c'est souvent dans ce genre de situation qu'il passe la seconde, et ce moment-là n'a pas fait exception. Après un écran de la Marodome, Kobe passe entre les deux défenseurs, décolle. Dwight Howard, qui joue alors seulement son 6e match en carrière, et n'a absolument peur de rien vu qu'athlétiquement il est juste un monstre, décolle à son tour. Il n'aurait pas dû. Bryant lui monte littéralement dessus, terminant carrément à califourchon sur son dos, avant d'exploser le ballon dans le cercle de la main droite. Quelle violence! Même si ce soir-là ça ne suffit pas aux Lakers pour revenir dans le match et valider leur comeback, ne le cachons pas, ce Thomas restera bien plus dans l'histoire que le résultat de cette rencontre. Quelque temps après, Dwight d'ailleurs reparlera de ce moment humiliant, en soupirant, un sourire de dépit affiché sur son visage. Il racontera que ce bruit, le bruit du cercle, il s'en rappellera toute sa vie, et qu'à cette occasion, il s'est définitivement rendu compte qu'il n'était qu'un rookie inexpérimenté. Embarrassant, oui.
Même le public d'Orlando ne put pas se retenir d'acclamer la prestation du Mamba, tellement c'était violent. Mais le plus violent pour Dwight, il le racontera après. Croiser des fans au supermarché qui lui demandaient des autographes en arborant des t-shirts illustrant le Tomar a probablement, selon ses dires, représenté l'une des situations les plus humiliantes de toute sa carrière. On veut bien le croire. Avant-dernier dunk pour aujourd'hui qui montre qu'il n'y a pas besoin d'être une légende pour manquer de respect à son adversaire sur un poster. Car oui, ici on va parler de Kirk Snyder. Vous ne le connaissez pas, ce n'est pas surprenant vu qu'il n'a passé que 4 saisons en NBA au sein de 4 équipes différentes, produisant des stats qui assurément n'ont pas marqué grand monde. Sa victime en ce soir de 2006 n'est d'ailleurs pas beaucoup plus connue vu qu'il s'agit de Von Wafer, qui n'a pas vécu, disons-le, une carrière bien plus glorieuse. Et pourtant, les deux hommes, l'un dans le rôle de l'agresseur et l'autre dans le rôle de l'agressé, nous ont fait vivre l'un des moments les plus irrespectueux de toute l'histoire de la Grande Ligue. Alors que Wafer était rookie du côté des Lakers, il rate un 3 points et se replie en défense. Son coéquipier Andrew Bynum prend le rebond, mais il échappe la balle, tandis que les Hornets en profitent pour tracer le plus vite possible en transition face à un Wafer qui d'un coup d'un seul se retrouve bien seul en défense. Speedy Claxton lâche la gonfle à Snyder qui arrive lancé et c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire pour le rookie. L'ailier des Hornets décolle, écarte les jambes, passe carrément au-dessus de son défenseur et de son mètre 96 avant d'exploser la balle dans le cercle. Aïe aïe aïe. Se prendre un poster en pleine tronche déjà c'est humiliant, mais servir de victime dans un jeu de saute-mouton quand en plus de ça on a tenté de jumper pour contrer, ça c'est un réel manque de respect. Pauvre Von Wafer. Enfin, pour en terminer, avec ce premier tome, nous voulons vous parler de Dwayne Wade, qui en 2009, à 27 ans, était toujours et de loin l'un des joueurs les plus explosifs de la ligue. Et ce n'est pas le Brésilien Anderson Varejao, 2m11 pour 123 kg, qui va nous dire le contraire. Face à l'équipe de Cleveland de son futur coéquipier LeBron James, Flash, dans le premier quart, a profité d'une très bonne défense de Jermaine O'Neal sur le King pour fuser en transition. Après avoir remonté tout le terrain, balle en main, en mode coast to coast, il pose ses deux appuis dans la peinture et s'élève en face d'un Varejao qui jump lui aussi et lève le bras pour tenter un contre. Mais quelle idée! Wade l'écrase complètement, le fout au sol, ratterrit, fait demi-tour et l'enjambe tout simplement, avec un visage de killer, hurlant sa rage devant un public de Miami en fusion. Ce jour-là, Flash a fait passer le Golgoth des Cavs pour un enfant de cœur, et venir lui faire un step-over derrière, sans même le regarder, à la manière d'un Allen Iverson, dont on parlera sûrement bientôt dans un prochain épisode, a largement rajouté du level sur l'échelle du manque de respect. Plus tard, Wade, qui ne cachera pas que ce dunk représente probablement le plus violent de sa carrière, expliquera qu'il n'avait pas planifié le fait d'enjamber Varejao. Cependant, se rappelant que Michael Jordan était dans le public, et sachant très bien où il était assis, il rebroussa chemin, pour aller parler devant Issernes, et crier « C'est comme ça qu'on fait !» en référence au dunk manqué de LeBron sur Jermaine O'Neal sur l'action précédente. Wow, ça donne presque des frissons, et en termes d'humiliation, pas de doute, ce Tomar de Dwayne Wade réalisé en 2009 se classe très haut dans le classement. Mais vous vous en doutez, depuis cette date en NBA, des Tomars humiliants, il y en a eu d'autres, un paquet même. Alors si vous voulez qu'on vous en parle dans un tome 2 et qu'on vous fasse le même genre de contenu à propos des dribbles, des shoots ou des actions défensives, vous savez quoi faire. Allez de ce pas, lâchez votre pouce vers le haut avant de vous manifester dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir de vous raconter tout ça si vous avez kiffé cet opus. En attendant, parmi tous les posters que l'on vous a listés aujourd'hui, dites-nous lequel est votre préféré. On a hâte de savoir. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.